Alors, continuons à déflorer un petit peu à déflorer un petit peu le sujet. Le théâtre de la Poudrerie, dans le contexte particulier de Sevran, nous offre à travers cette expérience unique de théâtre en appartement. À ma connaissance, il n'y a pas d'expérience aussi approfondie et aussi longue d'une telle démarche en France. En tout cas, c'est un terrain d'expérience et d'analyse très fertile. Alors, vous avez relevé bien sûr que c'est un théâtre qui nous rassemble pour parler au fond des rapports, on pourrait dire, entre art et démocratie. Quoi de plus normal, après tout, qu'un théâtre pour parler d'art et démocratie? C'est une vieille affaire, vu que le théâtre, eh bien, c'est l'espace historique, symbolique par excellence, où se discutent ce que l'on appelle les affaires de la cité. Bon, mais il y a plusieurs manières d'envisager cette relation entre art et démocratie, et d'ailleurs, les interventions déjà l'ont montré à l'instant. Et comme vous le savez, c'est un beau sujet de controverse aussi. Un beau sujet de controverse, y compris à l'ère de la démocratie moderne, parce que nous ne mettons pas les mêmes choses derrière les mots et nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'articuler cette idée avec celle-là. Et j'ajouterais même une idée un petit peu paradoxale, mais importante. C'est que bien des artistes ont entretenu des rapports complexes avec l'idée de démocratie, du fait, au fond, de l'irréductibilité de l'œuvre d'art à tout jugement esthétique qui dépendrait de l'avis d'une majorité. L'œuvre d'art, elle se suffit au fond à elle-même. Elle n'a pas besoin d'être adoubée par une majorité, le peuple. Voilà. C'est un geste, c'est une manière de dire je. Sauf bien sûr que vous avez aussi relevé que l'art, regardez ce qui se passe aujourd'hui encore dans le monde, l'art a besoin de démocratie pour s'épanouir dans toute sa plénitude. L'art a besoin de démocratie, mais alors vous pourriez poser la question inverse. Est-ce que la démocratie a besoin d'art? Eh bien moi je répondrai indirectement à cette question. À quoi mesure-t-on le degré de liberté d'une société? De mon point de vue, à la place qu'elle fait à la liberté d'expression. Et je dirais un petit peu plus. Ce degré de liberté, il se mesure à la capacité d'une société à accorder la plus grande licence à la création artistique. Autrement dit, le développement libre des arts constitue, de mon point de vue, un des signes les plus tangibles de l'effectivité de ce que l'on appelle la démocratie. Et donc, ça veut dire que la démocratie, elle a besoin tout simplement d'art pour prouver qu'elle existe. C'est une preuve de son existence, au fond, cette liberté artistique. Alors, ce rapport entre art et démocratie, je vais arriver à notre sujet plus précisément, vous allez voir, il n'a cessé d'évoluer. Hein. Il a cessé d'évoluer au moins, j'allais dire, depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et en un sens, voilà, nous sommes tous des usagers des industries culturelles, mais les industries culturelles, elles ont aussi largement contribué à ce que l'on peut appeler la démocratisation de la culture. Le cinéma, le livre de poche, puis aujourd'hui d'ailleurs nos smartphones, avec lesquels, et tous les écrans avec lesquels nous jouons et nous pouvons créer. Et les jeunes, que font-ils aujourd'hui avec leur smartphone? Eh bien, ils créent de plus en plus et de façon extrêmement inventive et créative. Alors, ces industries culturelles, je dirais aussi que le paradoxe, c'est qu'elles ont, elles aussi, toujours eu besoin de talents artistiques. Même dans les industries culturelles, bien sûr. Un bon roman peut être aussi un roman diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires, bien entendu, ou un bon film, voilà, etc. Et donc, elles ont eu besoin de talents artistiques pour se développer, même si par ailleurs, eh bien, elles ont aussi contribué à formater notre culture, à la standardiser peut-être un petit peu trop. Alors maintenant, je regarde ce débat du point de vue de ce que l'on appelle les politiques culturelles contemporaines, disons, ce qu'on a mis en place, grosso modo, depuis le début des années 60. Ces politiques, elles se sont préoccupées, bien sûr, de cette relation entre art et démocratie. L'objectif de la démocratisation de la culture, c'était quoi? C'était
on l'a dit, de favoriser. Là, les mots ont une certaine importance parce qu'ils disent des choses et parfois de façon inconsciente, on ne les enregistre pas si bien que cela. Favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture, c'était ça l'idée, hein, c'est ça l'idée de la démocratisation. Ce n'est pas une idée morte, mais c'est une idée qu'il a fallu enrichir, bien sûr. C'est-à-dire favoriser l'accès du plus grand nombre à la création artistique et au patrimoine. Mais ce qu'on a vu avec le temps, c'est que ces politiques, eh bien, elles ont aussi montré leurs limites du fait que de ce qu'on appelle les publics de la culture, s'ils ont augmenté en nombre, eh bien, malheureusement, on a peiné à les diversifier socialement, y compris dans les enquêtes d'aujourd'hui, des enquêtes globales. Voilà, de ce point de vue-là, on n'a pas fait d'énormes progrès. D'où cette recherche, au fond, de nouvelles voies pour investir la relation entre culture et démocratie, et qui a abouti à une autre manière de dire les choses, à une autre formulation du problème, et au fond à une pluralisation de l'idée de participation à la vie artistique et culturelle. Alors cette notion de participation, elle est intéressante. À travers cette notion de participation, eh bien, il s'agit justement de mettre en valeur la variété des relations que vous et moi, chacune et chacun, peut nouer ou est susceptible de nouer, d'entretenir avec les arts et la culture. Avec cette idée, on n'est pas loin d'une autre notion qui traverse aujourd'hui le champ culturel. Alors ça ne vient pas forcément jusque dans le grand débat public, mais c'est une notion voilà, qui fait beaucoup parler, c'est la notion des droits culturels. Cette notion est maintenant inscrite dans deux lois, dans deux de nos lois, et c'est une notion vraiment intéressante parce qu'elle veut justement signifier qu'il faut reconnaître les différentes manières de vivre une relation à la culture comme étant aussi dignes l'une que l'autre. L'accès à la culture, bien sûr, il faut le défendre. L'accès à notre patrimoine, ce que l'on appelle la démocratisation. Mais reconnaissons aussi l'importance, par exemple, des pratiques en amateur des habitants et intégrons-les dans notre logiciel des politiques culturelles. Et allons même plus loin, parce que cette notion de droit culturel, elle nous aide à penser un peu plus loin. Elle nous aide aussi à concevoir que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est porteur de culture, mais non seulement qu'il est porteur de culture, mais qu'il peut contribuer à la vie culturelle de la cité, s'il le souhaite, ou à sa propre vie intérieure par la culture. Cette notion, voilà, je voulais en dire quelques mots parce qu'elle a parfois été mal interprétée et en fait, elle veut signifier qu'elle veut justement reconnaître la possibilité pour chacun de vivre sa culture selon ses choix. Elle veut dire aussi qu'il faut sécuriser ces différentes façons de vivre la culture, dès lors, bien sûr, qu'on respecte un certain nombre de règles fondamentales. Parce que cette notion de droit culturel, c'est une notion qui figure aussi dans des grands textes internationaux, comme en particulier la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, eh bien, les droits culturels, ce sont des droits, au fond, qui font partie des droits de l'être humain, mais pour qu'ils soient pleinement respectés, il faut que soit respectée aussi la liberté d'expression et l'esprit de démocratie. Alors, l'une des grandes affaires, je dirais aussi, de la culture d'aujourd'hui, ben, elle consiste, mais cela a été bien dit tout à l'heure, à faire de l'art davantage qu'un tableau à contempler ou bien un spectacle à regarder. Ça implique aussi cela. On va tous parfois au spectacle, on peut aller au cinéma, etc. Mais d'en faire, le mot a été utilisé, une véritable expérience de vie. Et c'est cela qui rentre aujourd'hui dans notre logiciel aussi de politique culturelle. Et l'idée d'associer les arts avec le principe de participation n'a vraiment cessé de faire son chemin on peut dire, dans les 20-30 dernières années. En réalité, c'est un processus qui commence dans le monde artistique à partir des années 60. Mais voilà, le phénomène s'est développé, il s'est déployé, et maintenant il touche toutes les formes artistiques. Nous allons beaucoup parler de théâtre, nous allons aussi parler d'art visuel au cours de la journée. Et alors, si on regarde tout ce qui se fait en matière
d'art et de culture numérique, là, on voit évidemment que les choses se sont beaucoup diversifiées. Ce phénomène, il dit certainement quelque chose de très important, même sur le plan anthropologique de notre époque. On n'arrive pas toujours à bien le décrypter, mais je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans ce qui se joue à travers cette problématique. Et dans ce registre de relations aux arts, eh bien, on voit que les habitants, ils peuvent être appelés à mobiliser leurs compétences et leur imaginaire. Et dans certaines situations, d'ailleurs, on voit aussi que des artistes savent faire en sorte que l'œuvre se compose pas à pas avec le public. Mais le public entre guillemets, parce que le public, dans ce cas-là, il peut être plus que spectateur, il peut être co-auteur, auteur même de l'œuvre qui va se produire. Donc spectateur engagé, contributeur, acteur lui-même, parce qu'on lui fait jouer un rôle. Et donc, peut-être que là, on touche aussi à une manière de faire en sorte que d'atteindre cette émancipation par la culture. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes artistiques, pas mal de jeunes justement, des équipes, il n'y a pas que des jeunes équipes, je ne veux pas faire de jeunisme en particulier, mais voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont très intéressées par ce type de démarche qui implique davantage les publics, les habitants, comme véritables partenaires d'une démarche artistique. C'est exactement ce que vous faites ici à Sevran. Et je le disais tout à l'heure, regardons bien, hein, toutes les disciplines sont concernées par cette dynamique. Alors, qu'est-ce que révèle cette tendance du point de vue justement et des dynamiques de création et des évolutions sociétales? C'est un sujet voilà, qu'on pourra avoir en tête. En tout cas, je voudrais témoigner de quelque chose et souligner quelque chose aussi comme observateur. C'est que compte tenu du caractère mondial de ce phénomène. Ce n'est pas un caractère franco-français, c'est un caractère mondial. On le voit se développer dans tous les pays. Il n'est pas possible d'imputer ce phénomène, je dirais, à une sorte d'injonction politique ou idéologique qui le déterminerait. Ça ne veut pas dire que ici ou là, de temps en temps, on ne doit pas s'interroger pour savoir si la commande politique ne tend pas à instrumentaliser les arts. Ça peut arriver, bien sûr, ou à orienter le type de geste artistique. Mais il faut bien avoir en tête que ce phénomène, voilà, il est mondial. Il dit quelque chose aussi de l'appétence des sociétés d'aujourd'hui à plus de démocratie, plus d'ouverture et plus d'émancipation. Donc quelque chose de fondamental se joue dans ce renouvellement ou cet élargissement des manières de faire art du point de vue de cette relation entre art, citoyenneté, le mot a été employé tout à l'heure, et, et démocratie. Étant entendu que ce que j'appelle moi les arts participatifs, mais d'autres aussi, ben, ce n'est pas un tout homogène non plus. Hein. Il n'y a pas une définition, je dirais, toute faite de cette problématique. Et justement, ce sujet, mais il soulève des tas de questions, des questions éthiques, j'en ai évoqué quelques-unes, des questions esthétiques, et ce sont ces sujets qu'on va aborder au cours de nos deux tables rondes du matin et de l'après-midi. Alors j'arrive vers ma conclusion. Derrière la collaboration qui se noue entre l'artiste et le public à travers ces expériences d'art participatif, alors comment assurer qu'une manipulation du second, le public, ne soit pas en quelque sorte fabriquée par le premier? Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation qui serait à l'œuvre entre l'artiste et le public dans cette affaire? Alors moi je dis que s'il y a du prix, qui peut dire qu'elle n'est pas librement consentie, cette du prix? C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous au fond complices de ce jeu qui est au fond un jeu de la relation à travers les arts, un jeu de la relation qui fabrique au fond aussi de la société. Et c'est ce jeu que nous allons explorer tout au long de la journée pour, au fond, mieux approcher les conditions à travers ces arts participatifs qui contribuent à ce que l'on a appelé l'émancipation du spectateur. Et finalement, l'émancipation du spectateur, eh bien, est-ce que ce n'est pas la finalité de ce type de démarche? Voilà l'interrogation que je m'adresse aussi à moi-même. Et pour traiter de tout cela, deux tables rondes, une ce matin, une cet après-midi, une sur le dialogue entre artistes et habitants. Et alors, ce qu'il y a de vraiment très chouette dans cette journée, c'est que nous allons aussi entendre des habitants témoigner hein, de leur propre démarche avec le théâtre de la Poudrerie, et puis
pas mal d'artistes, beaucoup d'artistes aujourd'hui, c'est très bien, et puis des porteurs de projets qui vont apporter leur propre témoignage. Je vais céder la parole dans un instant à Cyril Plançon. Cet après-midi, eh bien, on se demandera justement si derrière cette dynamique des arts participatifs, il n'y a pas une sorte de nouvelle esthétique qui est en jeu. Et puis on aura le plaisir d'accueillir en fin de journée le philosophe Patrick Vivray, euh, qui nous rejoindra. Il participe aujourd'hui à une marche en faveur de, de la protection de la planète, de l'environnement. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure, Patrick. Et puis, il nous dira peut-être plus largement l'importance de dire ce qui compte plutôt, comme il dit, que ce que l'on compte. Voilà. Ce sera donc tout à l'heure en fin de journée. Et puis, ben, je nous souhaite une excellente journée.